Edgar Morin, bonjour. Oui, Vous êtes un homme dont la célébrité dépasse les frontières, en tout cas par vos travaux, vous venez de fêter vos 100 ans. Vous avez écrit une soixantaine d'ouvrages, dont deux qui sont des ouvrages qu'on cite couramment, Méthode, qui comporte 6 volumes, et La Voix. Aujourd'hui, à l'orée de 2022, qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui à traiter en termes d'angle mort ou de sujet qui va nous surprendre? vous savez, le monde étant en pleine évolution, en pleine transformation, apportant beaucoup d'événements inattendus, je crois que tout cela reste à diagnostiquer, à essayer de comprendre. Donc, je dirais que c'est le monde lui-même qui nous sollicite à essayer de le penser. Oui, alors avec les 2 années de Covid, on voit le désordre s'installer. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'achemine vers cette civilisation de l'humanisme dont vous êtes l'un des promoteurs? Est-ce qu'on en prend le chemin? Malheureusement, pas, parce que nous sommes encore dans une grande crise. D'abord, la crise sanitaire n'est pas terminée, le rebond avec l'Omicron. Nous nous rendons compte que tous les moyens, enfin utilisés notamment la pratique, disons, de tout vaccin a beaucoup de limites, qu'il nous faut chercher pas seulement aux méthodes préventives qui continuent comme le masque et la distance, mais sans doute à trouver maintenant des remèdes et des hygiènes de vie. Enfin bref, tout ça n'est pas résolu dans la crise sanitaire. Et en plus, nous avons du point de vue économique un certain nombre de signes inquiétants, notamment cette inflation naissante qui elle-même peut avoir parmi ses causes les différentes difficultés de communication provoquées par cette pandémie. Donc nous sommes en plus dans une situation, vous savez, et quand la pandémie est arrivée, nous n'étions pas dans une époque calme et tranquille. Prenez la France avait eu la crise des Gilets jaunes, elle avait eu des révoltes syndicales des cheminots. Dans les différents pays, vous avez eu des mouvements de colère, vous avez eu des tragédies dans le monde arabo-musulman. Bon, vous avez le Brésil avec tout ce que ça comporte. Donc, si vous voulez, le monde était agité et d'autre part, il y avait une crise générale des démocraties Mhm. se manifestait pas seulement dans des pays lointains, Oui. pas seulement, mais aussi même en Europe, dans nos grands voisins que sont la Turquie et la Russie, qui ont des régimes néo-autoritaires, en Hongrie, en Pologne, bref, vous avez une crise et vous avez aussi la crise de la politique, de la pensée politique, qui a provoqué en France l'atomisation en miettes, disons, des partis, de pratiquement tous les partis de gauche, et même une certaine relative dislocation dans le Parti républicain et le surgissement des forces nouvelles, malheureusement, surtout réactionnaires. Oui. Donc, vous avez une conjoncture mondiale assez grave et aggravée dans les cadres nationaux, enfin, en ce qui concerne la France. Oui. C'est-à-dire qu'avec cette crise systémique, est-ce qu'on a une tendance de ce qui pourrait nous sortir parce que le désordre semble prévaloir, semble prédominer dans ce qu'on voit.
dans ce mouvement brownien, mais est-ce que vous avez traversé le siècle, vous avez connu entre les années 30 et les années 40 un abrégé de tous les malheurs de ce monde contemporain, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vision qui pourrait nous indiquer qu'on pourrait s'en sortir quelque part? Écoutez, moi, j'ai essayé de formuler les principes de ce que j'appelle une nouvelle voie. J'ai fait un gros livre qui s'appelle La Voie. J'ai Absolument. même, après la crise, fait Changeons de voie. Je veux dire que le cours mondial dominé par la crise de la démocratie et par ce néolibéralisme qui donne tout le pouvoir à l'argent, tout ça doit être surmonté par une voie nouvelle qui fasse régresser tous ces pouvoirs euh, et qui, en quelque sorte, régénère la démocratie. Mais tant que des forces politiques organisées ne prennent pas en main cette vision et ce programme, on est sur le plan des vœux pieux. Moi, je suis un prêcheur dans le désert, mais dans le fond, aujourd'hui, il faudrait que des forces nouvelles. Regardez, on voit en France et dans le monde d'innombrables bonnes volontés. Oui. Nous voyons des mouvements de solidarité multiples, associatifs et autres. En France, c'est incroyable, toutes ces associations solidaires. Et pourtant, un, elles ne se fédèrent pas entre elles, et deux, elles n'arrivent pas elles-mêmes à un nouveau type d'organisation politique dont on a besoin, parce que la vieille formule des partis ne marche plus, et la formule des mouvements hétérogènes est insuffisante. Donc nous sommes dans la recherche de formules nouvelles. Et puisque je parle de la France, mais quand même, vous êtes un cheval africain, je voulais moi-même vous poser quelques questions, parce que par rapport à la pandémie, nous avons dans nos journaux, dans nos médias, des informations sur ce qui se passe dans nos pays voisins, Espagne, Italie, etc. Rien sur l'Afrique. Bon, nous avons appris parce qu'il y avait eu l'Omicron, Afrique du Sud, ou du reste, nous avons appris que la crise a été très violente et en bonne façon. Mais dans les autres pays africains, bon, on dit beaucoup qu'il faut leur donner des vaccins, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé si dans certains endroits on a trouvé des remèdes. Moi, une fois, j'ai lu qu'à Madagascar, ils avaient une solution à base d'artémisia ou je sais quoi. Enfin, je veux dire que moi, nous devons, nous, on nous met dans une ignorance totale de l'Afrique et je pense que vous devriez vous-même essayer de nous informer là-dessus parce qu'il est possible Oui. que par des moyens empiriques, par des recettes Oui. traditionnels ou de remèdes connus, locaux, il est possible qu'une part importante de la population africaine échappe au virus, peut-être pas la part des grandes agglomérations urbaines, évidemment, mais donc, si vous voulez, moi je voudrais savoir si l'Afrique peut nous enseigner quelque chose à nous. Oui, mais juste pour aller dans votre sens et indiquer quelques chiffres, l'Afrique est vaccinée à peu près à 7-8%. C'est absolument presque rien par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc c'est un continent qui aujourd'hui s'appuie sur sa propre résilience pour pouvoir s'en sortir. L'Afrique a connu beaucoup d'épidémies, de pandémies, et je pense que la fracture sanitaire se voit aujourd'hui clairement. Alors, pour aller vers votre analyse à vous, et on vous connaît par votre esprit anti-système, est-ce que aujourd'hui, dans cet effondrement
notamment du modèle occidental, la civilisation occidentale. On voit des fractures fortes. Est-ce que ça va être dans une guerre des systèmes, avec la Chine d'un côté, avec la Russie de l'autre, ou est-ce qu'on va vers une convergence permettant de trouver un moyen du vivre ensemble? Écoutez, votre question est très complète. Très ample. Tout d'abord, je vais vous dire mon scientifique ordinaire. La civilisation occidentale connaît une crise ou plutôt quelque chose qu'on peut appeler, que Freud aurait appelé malaise dans les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que beaucoup de produits importants de notre civilisation, comme l'individualisme positif, parce qu'il donne de l'autonomie aux individus, ont provoqué la dégradation des solidarités. Et l'égoïsme, par exemple, les grandes familles ont disparu avec la monogamie, les petites familles avec le divorce sont en crise, les solidarités de village, de travail disparu. Moi, dans ma jeunesse, on était solidaires de nos voisins. Enfin bref, il y a une crise de la société. Or, beaucoup de sociétés africaines, avec peut-être d'autres vices qui sont des vices hérités du féodalisme ou de l'ancien pouvoir patriarcaux, mais au moins ont des vertus qui sont des vertus de solidarité, d'entraide. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui associer, unir le meilleur de l'Occident et le meilleur de ces civilisations qui ont un sens de communauté. Le meilleur, c'est-à-dire unir le meilleur, c'est-à-dire l'autonomie individuelle et le sens de la communauté, de la participation, que ce soit la petite communauté familiale, locale, nationale. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème est d'unir. Par exemple, moi je trouve que là aussi nous souffrons d'une crise de pensée terrible, toujours trop unilatérale. Ça, c'est les défauts de notre culture. Alors, par exemple, il y a un débat interminable entre croissance et décroissance, chacun voyant la solution à tous les maux, alors qu'on voit que chacune apporte des mots spécifiques, notamment à la croissance, par rapport à notre bien-être écologique. Or, moi, je ne cesse de dire qu'il faut lier croissance et décroissance. Il faut que croître les produits de première nécessité, les produits de qualité, les produits hygiéniques, et décroître les produits malsains de l'agriculture industrielle, les produits artificiels, les produits qui sont uniquement portés par la publicité, mais qui n'ont aucune valeur intrinsèque. C'est-à-dire que il faut faire le recensement de ce qui doit croître et décroître. Il faut croître et décroître. C'est comme pour la mondialisation. Il faut favoriser tout ce qui favorise la coopération et la culture, et en même temps savoir démondialiser partiellement pour sauver des territoires, des terroirs, des cultures qui sont menacées de désertification. Donc il faut repenser le monde. Et c'est cette repensée qui est mon message principal et que j'essaye de propager. Oui, mais aujourd'hui, pour pouvoir initier ce que vous dites, il faut peut-être une forme de gouvernance mondiale pour pouvoir aller vers cette civilisation de la biodiversité, de l'équilibre et du bien-être. On en est très très loin quand on voit le système dans lequel on vit aujourd'hui, où la crise est encore plus que jamais forte.
Écoutez, le seul espoir se trouve dans cette formule du poète Hölderlin qui dit que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Oui, Or, nous allons vers des dangers de plus en plus considérables. Pas seulement des dangers, je dirais presque immédiats. Vous voyez ce qui se passe à propos de Taïwan, que la Chine veut posséder, qui peut provoquer une crise avec les États-Unis. Pas seulement ce qui se passe avec l'Ukraine, que la Russie veut reposséder, qui peut provoquer une crise. Pas seulement ce qui se passe avec l'Iran et les pays sunnites des monarchies, oui, mais vous avez la tendance générale à la dégradation de l'écosystème, mhm, à la dégradation générale, à l'appauvrissement d'une grande partie de la population, alors qu'une petite élite s'enrichit d'une façon fabuleuse. Nous avons un monde en désordre. Donc, dans cette situation, mhm, nous, que, on ne peut pas dire niaka, niaka. Il faut penser à la lenteur historique pour que des idées prennent corps. oui, Par exemple, il a fallu, prenez le cas du christianisme, entre le message de Jésus-Christ et le moment où l'Église est devenue la religion officielle de l'Empire romain, il a fallu 4 siècles. Non, aujourd'hui, l'histoire s'accélère, mais il y a toujours une lenteur. Il faut que les messages prennent. Malheureusement, aujourd'hui, les esprits ne sont pas prêts, ils sont trop anxieux. Et oui, cette anxiété fait que on se replie sur soi, sur son identité, sur croit des recettes du passé, au lieu de voir qu'on fait partie désormais d'une communauté de destin et de péril. Au moment où on devrait tous prendre conscience que nous sommes tous les humains oui, menacés, et la pandémie, la crise est typique à ce danger, elle n'a pas épargné personne. Au moment, au contraire, les États deviennent égoïstes déjà. Donc, si vous voulez, nous sommes dans une époque de régression. oui, Moi, j'ai vécu beaucoup d'époques de régression, j'ai vu notamment les périodes de l'occupation. oui, Et alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait de la résistance, oui, mais cette résistance, elle n'a pu triompher que quelques années plus tard dans des conditions favorables. mhm, Il faut donc continuer à défendre des idées et à espérer dans des conditions favorables. Nous ne sommes pas les maîtres de l'histoire, mais oui, celle-ci, heureusement, elle est imprévisible. Tous ceux qui croyaient qu'on pouvait déjà dessiner le futur se sont trompés. mhm, Et nous sommes dans une aventure. Moi, je pense que nous, l'humanité, la Terre risque terriblement d'être dégradée. Les armes nucléaires sont une menace avec la recrudescence des oui, nationalismes fanatiques. Bon, nous avons des périls incroyables. oui, Donc, le moment viendra, j'espère, où l'on prendra conscience oui, de tous ces dangers et que se créeront des forces organisées et ayant une pensée directrice pour aller dans ce sens-là. oui, Pour le moment, essayons de diffuser cette conscience que mhm, nous sommes tous des humains vivant une communauté de destin. Déjà, oui. ça pourrait aider les Occidentaux à mieux se pencher sur le sort des Africains au lieu de les oublier. Oui. Vous avez, je l'ai rappelé, écrit une soixantaine de livres. Votre regard de sociologue et de philosophe nous intéresse. Est-ce que aujourd'hui, la révolution digitale que nous vivons et à laquelle vous participez d'une certaine manière dans le maniement de l'Internet, etc., est-ce que cette civilisation du numérique peut-elle être utile dans cette relation humaine et dans la manière de communiquer et de partager surtout? Écoutez, dans toute l'histoire de l'humanité, les techniques ont été ambivalentes. Les premiers outils préhistoriques, en même temps, étaient des armes. Oui, Et
ça n'a pas cessé. La découverte de la structure de l'atome, qui est une merveilleuse découverte scientifique, a produit l'arme atomique. Et les machines qui nous ont libéré beaucoup de peine, beaucoup de travail, ont permis d'asservir beaucoup d'ouvriers, de travailleurs sur les machines. Donc, c'est comme l'intelligence artificielle. Il faut la domestiquer, ne pas être domestiqué par elle. Parce que si vous pensez que c'est elle qui va régir toute la société, on aura un monde anonyme, abstrait, où il n'y aura plus d'individualité, de créativité. Mhm. Ce qui sauve le monde, c'est qu'il arrive de l'inattendu, c'est qu'il y a des créateurs. Oui. S'il n'y avait pas eu des gens qui, à l'époque, étaient considérés comme des fous, qui pouvaient être le Bouddha, qui pouvaient être le prophète, qui pouvaient être Jésus-Christ, qui pouvaient être Karl Marx, qui pouvaient être Einstein, s'il n'y avait pas tous ces fous, le monde serait stagné, vous savez. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de... Vous savez, la liberté, c'est le contraire de l'ordre absolu. Oui. L'ordre impeccable, c'est l'ordre implacable. Nous avons besoin qu'il y ait des mailles ouvertes dans le filet. Donc l'intelligence artificielle, faisons un très bon outil, mais ne lui disons pas c'est à elle de régler la société, Oui. c'est à elle de tout organiser. Au contraire, utilisons-la, puis on se fera un bouton, donc elle va déclencher le chauffage chez nous, des choses comme ça. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, un des grands problèmes de l'humanité, c'est qu'on est des apprentis sorciers qui avons créé des machines qui deviennent plus puissantes que nous et qui nous dominent. Nous avons créé des forces capables de nous anéantir. Et c'est donc, nous sommes devenus trop orgueilleux. Et il faut retomber dans l'humanité, de l'humilité. Il faut savoir qu'on a beau avoir des vaisseaux spatiaux qui s'en vont, un télescope qui va voir tout le début de l'univers. Oui. Nous sommes désarmés devant le chagrin. Mhm. Si l'être que nous aimons meurt, nous sommes tristes. Nous sommes désarmés devant la mort. Mhm. Les maladies, nous ne les supprimerons pas, nous en vaincrons d'autres. C'est les virus et les bactéries vont se reproduire, ce sont très malins. Donc, il faut voir, aujourd'hui, on a tendance à voir, surtout le transhumanisme, l'orgueil de l'être humain qui va conquérir la nature, au moment même où, à cause de cet orgueil, on est en train de la détruire. Oui. Donc, oui, il faut changer. Et c'est pour ça qu'il y a une sagesse qui peut venir des pays africains qui n'ont pas été contaminés par cette folie technique, par cette folie de l'orgueil. Donc, il faut une symbiose des cultures. Moi, je suis très heureux quand je lis des romans africains, comme le dernier, d'ailleurs, merveilleux, qui a eu le prix Goncourt, parce qu'on se rend compte qu'il y a une vision du monde beaucoup moins orgueilleuse que la nôtre. Alors, pour terminer sur une note optimiste, qu'est-ce qui vous donne espoir et sur quoi vous êtes en termes peut-être de livres ou de projets à entreprendre? Où vous en êtes aujourd'hui? Et vous savez, dans ma vie assez longue, j'ai vu que ce qui était improbable arrive, comme notamment la victoire des Alliés, qu'il était improbable quand l'Allemagne d'Asie dominait. J'ai vu que l'inattendu arrive. Mhm. Et donc, je mets mon espoir dans l'improbable et de l'attendu. Et je le mets aussi dans les facultés humaines, créatrices, intelligentes. Parce que l'être humain est un être complexe. C'est Homo sapiens, l'homme raisonnable, et c'est Homo demens, l'homme folie. Il y a deux pôles dans l'humain, la raison et la folie. Et donc, il y a aussi le délire, la passion. Il faut que la passion soit contrôlée par la raison, mais que la raison elle-même ne soit pas glacée Mhm. et inhumaine. Oui. Donc, mon espoir, c'est dans les qualités de l'être humain, qualité d'intelligence,
de compréhension d'autrui, d'amour, qui sont sous-développés, mais que l'on peut développer. Edgar Donc, si vous Morin, voulez, mon espoir, ce n'est pas l'homme augmenté du transhumanisme, c'est les relations humaines améliorées de l'humanisme. Edgar Morin, je rappelle que vous avez écrit, vous nous laissez un héritage véritable en patrimoine, en livres. Vous avez écrit une soixantaine de livres où il y a des références très importantes sur le débat d'idées sur l'humanisme. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir délivré votre vision du monde en ce début d'année 2022. Merci. Merci à vous, cher ami. À très À- bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.